Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, et cet été on fait une série spéciale wokisme. On va décortiquer ensemble ce mot et les termes qu'il renferme tels que grossophobie, intersectionnalité ou encore islamo-gauchisme. Et justement aujourd'hui j'ai avec moi deux personnes pour parler de la grossophobie. J'ai notamment Aline. Alors Aline, tu es réalisatrice, journaliste, présidente de la Grosse Asso, qui est une asso qui parle de quoi du coup ? Qui parle de grossophobie. C'est une association hyper woke. Merci Aline. Et puis j'ai aussi également avec moi Kiemis. Tu es autrice, poète, journaliste et tu as écrit le livre « Je suis votre pire cauchemar ». Hello, hello. Désolée, c'est le matin. Pour nous, c'est le matin, on va pas se mentir. On s'est donné... Au début, je voulais donner rendez-vous à 9h et finalement 10h, c'est 9h. pas... Ouais, 9h, c'est abusé. Merci d'être là les filles, franchement, merci 1000 fois. C'est trop cool. Merci de ton invitation. Est-ce que vous êtes woke ? Moi, je suis ultra woke, moi. Moi aussi, je suis ultra woke. J'ai l'impression, en tout cas, après, woke, je sais pas ce que ça veut dire. Bah justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, par exemple, pour toi, Aline, qu'est-ce que ça veut dire être woke ? Eh ben, pour moi, être woke, ça veut dire être du côté du droit pour tous, de la lutte contre toutes les discriminations. Donc voilà, je ne comprends surtout pas les gens qui ne sont pas woke. Pour toi, Kiemis ? Bah, pareil, en fait, je sais pas si on va en parler un petit peu, mais être woke ou plutôt stay woke, c'est une interjection qui vient quand même des Afro-Américains pendant la lutte pour les droits civiques. Je crois qu'on est tous pour, en tout cas ici, je sais que dehors, c'est moins le cas. donc oui, je pense que cette dégradation du mot woke me pose question. C'est vrai, ça te crée quoi ? Parce que moi, vraiment, le fait que aujourd'hui, le mot wokisme me heurte. Moi, je trouvais que c'était bien à la base, et maintenant, j'ai l'impression que vraiment le wokisme comme une menace, vraiment, j'ai un vrai problème, je comprends pas. Toi, ça te crée quoi ? Bah, y a plusieurs choses. La première chose, déjà, c'est que je me dis, tout ce qui vient des Noirs est mauvais, visiblement, parce que quand même, je le signifie, cette expression, ça vient vraiment du langage AAVE, je sais plus comment ils appellent ça, vernaculaire afro-américain. Ça veut dire quoi, vernaculaire ? C'est la langue que parlent les Afro-Américains, en Okay. fait. Donc, il y a plein d'expressions, des interjections, et stay woke, c'est vraiment c'est cette langue-là. Bon, je suis pas linguiste, mais c'est ça. Et en plus... Mais franchement, un linguiste dirait ça, c'est sûr. On espère, en tout cas. Et puis voilà, et puis la deuxième chose, c'est que, déjà, il y a stay woke, et après, il y a le wokisme, un truc qui a été importé des États-Unis, parce que les républicains blancs américains, pro-Trump, etc., adorent cette expression. Et ça a été évidemment utilisé en France par la droite française pour décrédibiliser tout ce qui est en fait de gauche. Enfin, soyons clairs. Oui, woke, ça veut dire de gauche. En gros, c'est ça, en fait. C'est le nouveau bien-pensant, c'est le nouveau... c'est quoi, droit de l'homiste, qu'est-ce qu'ils disaient dans les années 2000 ? Enfin, voilà, quoi. Donc, ils se sont juste un peu remis au goût du jour. Ils se sont dit, on a besoin de peur. Parce que franchement, honnêtement, les gens qui critiquent le wokisme, je me dis, mais la Terre va brûler dans 10... Enfin, désolé, c'est censé Elle être brûle, un podcast. déjà. Ouais, voilà, c'est censé être un podcast marrant, mais je me dis, vous créez des angoisses alors que, je veux dire, le monde, déjà, c'est angoissant. Et donc, vous, en fait, vous essayez de créer comme ça des peurs basées sur... L'autre et surtout sur la poursuite de l'égalité. C'est quand même ça la base, quoi. Donc, du coup, et la justice sociale. Bon, parfois, quand je vois toutes ces unes, etc., je me dis, mais vous avez vraiment du temps à perdre. Et au-delà de ça, je me dis, non, c'est pas du temps à perdre, en fait. C'est une stratégie pour nous occuper le cerveau. C'est un peu mon côté complotiste, mais je pense que j'ai raison. Voilà. Comme tous les complotistes, vraiment. C'est un mauvais complotiste en disant, bon, je pense que j'ai tort. Mais bon, franchement, je me dis, ça occupe vraiment du papier pour faire angoisser les gens sur des choses qui sont pas angoissantes, quoi. Franchement, qui est contre l'égalité ? Surtout, après, je pense que le mot woke, c'est 4 lettres, c'est très simple, c'est-à-dire pour justement les séparatistes et les gens qui profitent des peurs. C'est un espèce de concept absolument génial pour les gens qui veulent nous séparer et qui veulent utiliser les peurs. C'est-à-dire qu'en 4 mots, tu peux détruire, en fait, tout ce qui concerne le droit pour tous. Et en marketing, j'allais dire, c'est facile pour eux et c'est génial parce que ça regroupe tout le monde. Justement, dans les termes qui sont genre comme d'une menace, j'ai lu grossophobie. Alors, on est là pour parler de ça. Qu'est-ce que c'est que la grossophobie ? Aline ? Alors la grossophobie, c'est très simple, c'est la discrimination des personnes grosses. Donc toutes les personnes qui sont considérées comme trop grosses dans la société, prenant trop de place, ayant trop de corpulence. Ayant des difficultés à s'asseoir dans ce siège, on va pas se mentir. Exactement. Ça vous l'a fait aussi ou pas ? Grave. Moi j'ai fait. Ah, c'est moi j'avoue, un peu serré. J'avoue que j'ai regardé la chaise avant de m'asseoir. Comme un petit réflexe pavlovien.
Mais voilà, en gros, c'est tu n'as pas accès aux mêmes choses dans la société parce que tu es une personne grosse, en tout cas considérée comme une personne grosse. T'as la même définition qui est mise ? Tout à fait. Exactement la même définition. Je pense que je dirais dans les mêmes termes, les personnes qui prennent trop de place, une oppression qui touche en fait les personnes grosses. Je répète juste qu'Aline dit en fait, donc c'est exactement la même donc c'est un peu gênant. Ça sert à rien. Mais non, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu au fais ? contraire, ça conforte. En quoi c'est une menace selon vous ? La grossophobie ? Pourquoi est-ce qu'on considère ça comme une menace ? Puisque visiblement il y a une menace wokiste, pourquoi la grossophobie est une menace à l'ordre du monde ? Quand tu nous as posé la question, on était je pense que j'étais un peu déboussolée parce que je me dis, mais c'est une menace. C'est surtout que c'est dur pour nous, les personnes grosses. Mais je pense que la lutte contre la grossophobie est une menace parce qu'effectivement, elle renverse l'ordre établi. En fait, elle pose des questions sur comment la société est organisée, comment les ressources sont réparties. Parce que l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Et quand on oppresse et qu'on discrimine, ça veut dire qu'on empêche ou on limite l'accès de certaines personnes à certaines ressources. Quand il y a des gens qui disent, en fait, c'est pas parce qu'on est gros qu'on mérite pas la même chose que les autres, c'est pas parce qu'on est gros qu'on mérite pas le respect, la dignité, les soins, un accès correct au monde du travail, etc., forcément, les personnes qui en profitent, qui tirent profit en fait de ce système grossophobe qui nous touche tous, qui nous touche évidemment en tant que personne grosse, mais finalement qui a aussi des impacts sur les personnes minces, mentalement, psychiquement. Forcément, ces personnes qui profitent de ce système, elles n'ont pas envie de partager le gâteau. C'est toujours, en tout cas de mon point de vue, je suis un peu une gauchiste, newsflash, c'est toujours un peu le problème en fait, c'est que tu as des personnes qui s'accaparent les richesses, qui justifient cet accaparement par des discriminations, des systèmes discriminatoires, et ils veulent pas partager. Alors que nous, on est en mode, non, en fait, on mérite la joie, la douceur, le respect, les tunasses. En fait, ce qu'il faut dire, ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on parle de grossophobie, en fait, on ne peut pas parler de grossophobie sans parler de discrimination sociale. Il faut savoir que seuls 7% des gros sont cadres. Et ça, c'est très important de le savoir parce qu'en fait, quand tu fais un parallèle, il faut savoir que les gens, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton livre « Je suis votre pire cauchemar », c'est aussi parce que derrière la peur de grossir, il y a la peur d'être déclassé. C'est-à-dire qu'on voit sur ton corps que tu es peut-être pauvre. Donc en fait, on fait croire, quand on fait faire des régimes aux gens, on leur fait croire qu'ils peuvent monter dans l'échelle sociale. Et quand on a peur de grossir, on a peur de baisser dans l'échelle sociale, en fait. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que la grossophobie, quand on parle juste de poids, pour moi, c'est un prétexte, parler de poids, de volume. En fait, la réalité, c'est que, comme tu dis, on n'a pas envie que l'ordre social soit bousculé. C'est-à-dire que les pauvres gros doivent rester pauvres et gros pour que nous, on puisse s'accaparer les richesses, comme tu disais, et on puisse rester à notre endroit de mince, en petit comité. Voilà. Célia Potiron, que j'aime beaucoup, qui a un super nom. Ouais, on adore son nom et elle est trop cool, elle est très intelligente. C'est une archiviste martiniquaise. Disait, la minceur est un capital. Enfin, elle dit toujours, la minceur est un capital. Donc, tout est dit quand elle dit ça. C'est-à-dire que la minceur est une richesse. Et franchement, moi, j'ai perdu du poids à un moment. Bon, là, j'ai un petit peu repris, parce que voilà. mais en fait, j'avais l'impression de valoir plus, effectivement. Parce qu'on a toute une société qui nous pousse à nous penser valoir moins parce qu'on est gros, en fait. Et je crois que c'est pas pour faire de la pub pour mon bouquin, mais je crois que je le dis aussi. C'est quand même un peu pour faire la pub pour toi. Merci. Mais je pense que je le dis aussi. Je pense qu'en plus, en tant que toutes les personnes grosses ont ça en tête, ce qui est logique parce que toutes les personnes minces l'ont aussi en tête. Je continue à avoir un rêve de la minceur. C'est pas parce que je rêve de la minceur en tant que telle, c'est parce que la minceur te donne accès à certaines choses qui sont élitistes, en fait, finalement. Et qui on devrait pas être exclu de ça, en fait, tout simplement. Et là, tu vois, je parle pas, parce que je sais que souvent, il y a ces discussions sur notamment le marché du désir, le marché amoureux. On pourrait avoir une conversation là-dessus. Je parle vraiment de trucs simples, du style, comment ça se fait qu'il y a que 7% des gros qui sont cadres, alors que la population française, je crois qu'il y a au moins un tiers des personnes, sinon plus d'un tiers, qui font plus d'un 42. Enfin, après, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle gros. Après, c'est lié aux représentations qu'on a sur les gros. C'est-à-dire que déjà, on sait, il y a des études qui montrent qu'en fait, on est moins exigeant avec les enfants gros à l'école. Les instituteurs, en fait, sont moins exigeants avec les enfants gros, qu'à diplôme, à niveau social égal, en fait, une personne grosse a moins de chances d'obtenir un diplôme d'études supérieures, enfin d'études universitaires ou autres. Et puis, forcément, il y a l'accès au travail. Donc, en fait, ces trois choses-là, qui sont finalement consécutives d'une vie, à partir du moment où tu es discriminé dans ton parcours pour arriver à la richesse, qui est un parcours plutôt classique, en fait, de je fais des bonnes études, je travaille, et j'arrive sur le marché du travail et j'accumule des richesses, en fait, on se rend compte que déjà, ces
jalonnée de discrimination, parce qu'il y a des représentations très négatives sur les personnes grosses, à savoir qu'elles sont feignantes, pas volontaires, pas capables de se restreindre, donc pas performante. Et quand tu n'es pas le corps performant dans la société, il est indispensable. Et la minceur et la performance, c'est tellement lié, minceur, performance, réussite. Et donc ça veut dire que tu sers à la société, tu es performant pour l'entreprise, et donc tu as le droit à une récompense, à savoir celle du statut social et celle de la richesse. Et puis, il y a aussi un truc où, pour abonder dans ton sens, Aline, il y a aussi cette question du contrôle, en fait. Je pense, dans nos sociétés occidentales, la question du contrôle des corps, de la domination des corps, est extrêmement prégnante et importante. Et moi, je la vois en tant que personne grosse, évidemment, mais aussi en tant que personne noire. C'est les mêmes qualificatifs, parfois, qui sont employés. Les personnes grosses ou les personnes noires sont vues comme étant... et d'ailleurs, plutôt, sont vus comme étant incontrôlables, sauvages, pas capables de dominer leurs instincts, etc., etc. Et ça, c'est censé nous dire, toujours pour vraiment abonder dans le sens d'Aline, c'est censé nous dire, comme vous n'êtes pas censé vous dominer, vous contrôler, bah, vous êtes méprisé. Vous êtes humilié. Toute l'humiliation sociale et la violence sociale qui va être contre vous va être justifiée par le fait que vous êtes indomptable, indominable et finalement, du coup, très proche de l'animal. Or, ma théorie, mais c'est une théorie que partagent, je pense, beaucoup d'intellectuels et sociologues, etc., il y a une idée, je pense, dans la société occidentale du contrôle, en fait. Il y a une idée il faut se dépasser. On est plus que la nature, on est plus que nos propres corps, etc., etc. Et c'est comme si, finalement, c'est un peu ma théorie, c'est comme si les corps gros nous rappelaient que « Ah mais non, vous êtes imparfait ». Voilà. Or ce que je dis souvent, c'est la perfection n'existe pas, en fait. C'est pas l'expérience du corps humain. Ça fait pas partie de l'expérience humaine, la perfection. Et puis, un corps gros peut être parfait. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'image de la société, c'est comme si la nature de tous était d'être un corps mince, et que finalement, nous, on représentait, je dis nous parce que moi aussi, je suis grosse, et qu'on représentait une somme de mauvais choix. C'est-à-dire que ça se voyait, et que d'un seul coup, en fait, tout ce gras, comme tu dis, moi j'aime dans ton livre, tu dis le gras c'est prolo. En fait, c'est vraiment comme si tout ce gras, c'était l'accumulation de couches de mauvais choix. Et que finalement, il fallait absolument que les gens viennent nous sauver, en étant grossophobes avec nous, viennent nous sauver pour retrouver à l'intérieur, sous ces couches de graisse, la bonne personne, la nature, notre nature, c'est-à-dire la personne mince à l'intérieur de nous. Mais c'est rigolo parce que moi, il y a beaucoup de commentaires sous les vidéos que je fais qui disent va faire du sport en fait. Mais ce qui est super marrant, c'est que ma meuf est très mince et franchement, je fais plus de sport qu'elle et j'en fais toutes les semaines et en fait, je trouve ça drôle du coup de se dire elle fait pas de sport parce qu'elle est grosse et elle fait du sport parce qu'elle est mince et alors que c'est pas du tout ça. Mais en vrai, alors déjà je suis d'accord et puis je pense que quand tu as une personnalité publique grosse, je pense que c'est tout bien placé pour savoir, oui. C'est d'autant plus difficile. Je pense que toi, en plus, tu es encore plus mise en lumière, du coup. Mais si, quand même. Et du coup, il y a ce côté... je pense qu'il y a aussi ce côté, tu n'es pas censé être là. Et donc, du coup, quand tu es dans la lumière et que tu fais pas partie des codes... Et parfois, ça va même être une femme blanche mince, hein. Même être une femme blanche mince, même les femmes blanches minces, je veux dire, valides, sont pas censées être dans les lieux de pouvoir. Alors imagine quand t'es, en plus d'être mince, t'as autre chose, visiblement, visible, je veux dire, parce qu'en plus, toi t'es lesbienne aussi, donc... mais du coup, il y a ce truc de... C'est pas normal, en fait. Ouais. L'ordre social n'est pas respecté, en fait. T'es pas censé être là. Donc, il y a une espèce de violence de dire, bah oui, mais comme l'ISO, par exemple, on dit tout le temps à l'ISO, bah, t'es censé faire du sport, alors que concrètement, l'ISO, je pense que ça doit être une des personnes les plus... quand tu vois ce qu'elle est sur scène. Bah voilà, d'une des personnes les plus athlètes. Et puis, excuse-moi, personne ne demande à, je sais pas moi, un homme blanc, est-ce qu'il fait du sport ? Je connais des hommes blancs, désolé, hein, mais leur style de vie, c'est pas un style de vie très simple. On veut des noms qui émissent. Non, mais c'est même pas ici, juste on est là pour... C'est pas juste des noms, c'est juste ils prennent des drogues. Je veux dire, ils boivent non-stop, ils ont des soirées tous les jours, ils fument des clopes. Bon, moi je m'en fiche, mais personne va les mettre sous la loupe en disant votre style de vie, etc. Je vais même plus loin. Il y a des hommes blancs, comme ils sont perçus comme étant beaux, etc., dandy, c'est même valoriser le fait qu'ils ont un peu un style de vie totalement décadent, etc. Mais toi, par contre, quand t'es une meuf grosse et que t'as pas à la télé, va faire du sport. Bon, déjà, moi, c'est ce que j'ai dit dans le bouquin, je l'ai dit tout le temps. Donne-moi ton numéro de carte, comme ça, quand je vais faire l'abonnement, tu vas payer. D'accord ? Si tu payes pas, tu la fermes. En gros. Et puis, voilà, moi en général, c'est ce que je réponds. Je dis, bon, t'es prêt à payer l'abonnement, du coup, de Néoness ou... Ben oui. Comment on lutte, alors ? Comment on change ce monde-là, qui est un monde grossophobe ?
Moi, je pense que avant de changer le monde qui est grossophobe, je pense qu'il faut... alors ça, c'est très personnel, mais je pense qu'il faut se changer soi. Alors, je m'explique. Ah, attends, ce que tu vas dire, est-ce que les complotistes pensent comme toi? Franchement, j'aimerais bien. Non, parce que en fait, il faut savoir que quand on a grandi depuis l'enfance, en fait, quand on surveille notre poids, on finit par croire ce que la société et nos parents et le médecin nous ont appris. Et donc, en fait, on devient nous-mêmes grossophobes. On a de la grossophobie intériorisée, c'est-à-dire qu'on est persuadé que pour accéder à des postes de responsabilité ou pour réussir dans la vie, il faut qu'on soit mince. Et ce travail-là à faire sur soi, déjà, quand on comprend que dans grossophobie, il y a phobie, et dans phobie, il y a le fait que ce sont les autres qui ont peur de nous. Donc, en fait, quand on comprend que c'est l'affaire des autres et pas notre affaire à nous, déjà, ça, c'est un déclic énorme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas notre poids. Et en fait, quand tu as compris ça, déjà, ça te donne un pouvoir incroyable sur la façon dont tu vas faire des choix et gérer ta vie et essayer de convaincre les autres. T'as compris ça, toi, à un moment dans ta vie? Oui, clairement, j'ai eu un déclic Comment ça de malade. En fait, alors il y a eu plusieurs étapes, mais vraiment, j'ai eu un énorme choc. Il y a 3-4 ans, j'étais Red Chef d'une très grosse émission. En quotidienne et tout ça, j'avais beaucoup de responsabilités. C'était le 13h. Non, Wow. c'était pas le 13h. Non, c'était pas le 13h, mais c'était quand même une grosse émission avec beaucoup de responsabilités. Et j'étais dans le couloir entre 2 enregistrements. Et il y a une attachée de presse qui faisait des allers-retours. Et ça faisait 3 fois qu'elle passait devant moi et qu'elle me demandait où était la directrice de la rédaction. Et en fait, j'arrêtais pas de lui dire « c'est moi ». Puis elle repartait en courant. Et elle revenait et elle me redemandait. Et à un moment, je finis par m'énerver et je lui dis, mais en fait, c'est moi. Et je lui hurle dessus presque. Et en fait, elle m'a regardée des pieds à la tête et elle m'a dit, ah, parce que d'habitude, elles sont pas comme vous. Et en fait, ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, je pourrais être présidente de la République, je resterais toujours la grosse ou celle ou l'assistante, en fait, aux yeux des autres. Oui, t'es un second rôle. En fait, quand t'es gros, t'es un second rôle rigolo. En tout cas, un second rôle. Ouais. Alors que moi, j'avais l'impression j'étais dans mon petit, alors déni ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais dans mon truc. Donc, moi, j'étais contente d'être là. Voilà, je trouvais ça bien. Et en fait, de me prendre dans la tronche le fait de encore être au même niveau qu'il y a quelques années, je me suis dit, mais en fait, c'est un puits sans fond. Ça s'arrêtera jamais. Donc, je vais essayer d'arrêter. Ça a été un déclic, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, ok, bon, ma valeur, je la prends où, en fait? À quel moment je me dis, ça suffit? À quel moment je me dis, je suis assez? Parce que c'est tout le problème des gens gros, c'est qu'en fait, ils sont jamais suffisants. On leur apprend qu'ils sont jamais suffisants. Et moi, je me suis dit, ok, c'est bon. Là, je vais profiter de ce que j'ai fait. Je vais dire à la planète aussi que j'ai eu beaucoup plus de mal que vous, en réalité. Il va être temps de le voir, en fait. C'est clair. Si je suis arrivée là, c'est que j'ai eu 18 boulets de plus que vous, en fait. Donc, si vous voulez pas en profiter, moi, je vais en profiter. Et déjà, cette posture-là, ça m'a fait un déclic énorme. Et puis après, j'ai fait mon doc. Et le fait de voir... donc, grosse, le poids de la réussite. Exactement. Dans laquelle je suis. Voilà. Et on parle de réussite. Voilà. En gros, t'as interviewé des personnes grosses. Des personnes grosses, des femmes grosses de ma génération qui ont donc eu les mêmes injonctions que les miennes à peu près en même temps. Et en fait, c'est des femmes qui sont arrivées à des endroits où il n'y a absolument pas de représentation, c'est-à-dire où on ne voit jamais des femmes grosses. Et donc, en fait, il y a par exemple Lisa Nasri dans le sport, qui est coach sportive. Il y a Axel, je me rappelle plus son nom de famille. Axel Fagno, qui est cantatrice. Et contrairement à ce qu'on pense, en fait, qui est noire et cantatrice. Et contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, les cantatrices, c'est pas du tout la Castafiore. Hein, c'est des nanas qui viennent d'Hollywood avec des metteurs en scène d'Hollywood. Il y a toi, évidemment, qui est humoriste. Il y a Lola, qui est comédienne chanteuse. Il y a Poppy. Fusée. Voilà, il y a plein de meufs. Voilà, il y a plein de meufs badass. Et en fait, voilà, pour revenir à ta question, en fait, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est le fait que je me suis aperçue qu'on avait toutes un parcours similaire, c'est-à-dire un parcours de bataille. On a utilisé des outils différents, mais en tout cas, on a eu la même enfance. Ça démarre le carnet de santé, la courbe, ensuite la dévalorisation au fur et à mesure, les vêtements, le fait qu'il faut maigrir pour réussir, parce qu'on nous a aussi valorisé intellectuellement, et que on nous a tout appris que la réussite et la minceur, c'est lié. Et qu'il a fallu se départir de ça pour avancer. Et en même temps, voilà. Ça te parle aussi de ce que dit Aline ? Oui, dans une certaine mesure, évidemment. Le fait de dire lier la réussite à la minceur, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé à grossir au moment de l'adolescence, je crois. Et du coup, cette question de imaginer une vie meilleure quand tu seras mince, c'est quelque chose qui reste, en fait. C'est quelque chose que tu apprends, je pense, quand tu commences à devenir gros et qui reste. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic. Je pense qu'il y a eu... comment dirais-je ? J'ai eu la chance d'être dans certains milieux
quand j'ai eu la vingtaine, qui ont fait que j'ai conscientisé certaines choses. Pas sur la grossophobie tout de suite, mais sur d'autres questions, sur les questions féministes et sur les questions antiracistes notamment, sur cette question de prendre la place, et de discrimination, etc. Donc, c'est-à-dire que j'avais déjà certains outils qui me permettaient de comprendre certaines discriminations, qui ont fait que je pense que j'ai compris ce qui se passait en termes de grossophobie beaucoup plus vite. Puis moi, j'ai une mère, j'en parle dans mon livre, j'ai une mère grosse aussi, qui est en prise aussi avec ces questions et qui était aussi une des seules femmes noires. Pardon, excuse-moi. Et donc, il m'a beaucoup parlé de ces questions de représentation, etc. Sur la question du poids, c'était beaucoup plus compliqué parce que, voilà, c'est une femme noire, grosse, en tout cas plus grosse que les autres quand elle a grandi dans Paris, donc horrible. Hein. Enfin, je veux dire, elle a grandi dans le centre géographique du pouvoir, donc vraiment là où, je pense, les codes de beauté sont le plus violemment exprimés. Je pense par rapport à d'autres parties de la France, à mon avis, ça doit être quand même un peu différent. D'être dans Paris, c'est vraiment particulier quand même, quand t'es pas mince. Et du coup, j'avais toujours ces petites notions. Et je me souviens, quand j'ai 14-15 ans, il y avait un truc où, elle, je l'ai vue faire des régimes, etc. Et je pense qu'il y a toujours un truc de... Comment dirais-je... Enfin, voilà, ma mère, je l'adore, hein, je parle tout le temps d'elle. Mais à 14-15 ans, il y avait ce côté, moi, j'ai pas envie de faire de régime. J'ai pas envie de me contrôler. J'ai pas envie. En fait, il y avait ce truc aussi de dire... J'ai pas envie de faire de régime. J'ai pas envie de faire de régime, j'ai pas envie de faire de chirurgie bariatrique, ça me fait extrêmement peur. À raison, je pense, en plus, bon, sans jugement pour les personnes qui en ont fait, bien sûr, évidemment, mais moi, ça m'a toujours fait peur. Moi, je trouve ça terrifiant aussi. Ouais. Les régimes, j'ai toujours... je sais pas ce qu'il y a à faire au moins. Je me suis toujours dit, mais c'est pas... Voilà, j'étais entre deux contradictions plutôt, parce que je me disais, je comprends pas l'intérêt de me priver de plaisir. Et en même temps, j'avais cette culpabilité du fait d'être grosse. Donc du coup, j'ai toujours été tiraillée entre deux extrêmes. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être spectatrice. Je pense que c'est ça aussi qui m'a guidée. J'ai pas envie d'être spectatrice de ma propre vie. Ça, je le dis tout le temps, parce que c'est vraiment quelque chose que je dis depuis que j'ai 15-16 ans. Et le fait de me dire, j'attendrai d'être mince, alors que concrètement, il n'y a rien que je fais activement pour devenir mince. Enfin, les choses que je devrais faire pour vraiment devenir mince m'ennuient. Je crois qu'il ne faut pas le dire, mais c'est vrai, ça m'ennuie. Bah oui. Si je dois manger genre 4 carottes pendant 2 ans, non, je ne peux pas en fait. Du coup, voilà. Donc, ce qui fait que je pense que... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je crois que ça m'a donné quand même de l'énergie pour contrer un discours grossophobe que j'ai beaucoup intégré. Enfin, qu'on a tous d'ailleurs intégré. Mais cette pulsion de vie, je pense qu'il nous anime en tant que woke, cette pulsion de vie, cette envie d'une vie douce, je crois que ça m'a quand même bien aidée, finalement. Enfin, je dis ça maintenant, hein, mais quand on était en plein milieu de la vingtaine, je disais pas ça. Mais par contre, évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on partage en tant que personne grosse, en tant que femme, en tant que personne minorisée. Cette impression de ne pas être assez, je l'ai toujours. Hein. Évidemment, de ne pas être assez. Est-ce que ça part un jour ? Je crois pas. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment un jour où quelqu'un se dit ça y est, je suis assez ? Jamais. Je pense que si. Tu penses ? Ouais, je pense que si, parce que, comme dit Aline, je pense que c'est vraiment où est-ce que tu... Parfois, ça revient, c'est plus cyclique, tu vois, mais quand tu dis, waouh, mais en fait, mon corps, il me permet de faire, je sais pas moi, de manger, de rire, d'avoir des orgasmes, de dormir, je pense. La chance. Non, mais... bon, c'est un débat, mais voilà, enfin, tu vois, d'avoir du plaisir, en fait. Quand je me souviens de ça, et quand je me souviens aussi de d'où je viens, moi, dans mon histoire personnelle, évidemment, mais aussi d'où on vient en tant qu'être humain. Enfin, c'est miraculeux. Enfin, je sais que c'est l'évolution, mais c'est miraculeux quand même. Et quand tu te dis ça, tu te dis, ouais, t'es assez, en fait. T'es assez. Ouais. Mais en fait, le assez, pour moi, il vient aussi du fait que c'est quand tu reprends une forme de puissance. C'est-à-dire que quand t'es... Encore une fois, je reviens sur l'enfance, mais parce que pour moi, c'est très important. Et qu'en fait, quand t'es une personne grosse, t'es très vite infantilisée. C'est-à-dire qu'on te dépossède très tôt de tes capacités à agir. On te dit, ok, toi, de toute façon, ta nature, elle est naze. Et en plus, si c'est ta nature, elle est naze, et tes comportements, tu sais pas les gérer toi-même. Donc en fait, on va décider pour toi. Et depuis que t'es enfant, c'est lié à ton poids, mais depuis que t'es enfant, t'es très
dépossédé de ta capacité d'agir, de ta capacité d'être puissant, de ta capacité de décider ce qui est bon pour toi, de faire en fait. Et en fait, quand tu commences à te rendre compte, à te réconcilier avec ta capacité à faire, quand tu commences à avoir des réussites par des petites choses, et ben en fait ce truc-là, de te dire putain, mais en fait je suis capable de faire, je suis capable de construire, je suis capable de décider quelque chose, et en fait ça marche. Et en fait l'accumulation de toutes ces petites choses, ben il y a un moment tu rattrapes en fait. Tu te dis je suis suffisante parce que t'es content. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai parlé de comment est-ce qu'on casse cette grossophobie. Pas la casser, mais voilà. Et les premières réponses que vous avez restent quand même des réponses très personnelles. C'est-à-dire que selon vous, finalement, ça commence par nous-mêmes. Je dirais pas ça, je pense que ça va ensemble. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des lois de toute façon, notamment sur les questions, je pense, de régime, des pubs de régime, etc. Je pense que ça devrait être super encadré. Tu vois, je pense qu'on devrait mettre beaucoup plus d'argent dans la santé mentale, parce qu'en fait, on est tous en vrac, que ce soit les personnes grosses, évidemment, parce qu'on est victime de grossophobie, mais aussi les personnes minces, voilà, moi, en fait, on est tous et toutes concernés par la grossophobie, quoi. Oui. Bah oui, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est eux, ils ont peur d'être... Je prends un M&M's. Comme je dis dans mon bouquin, ils ont vraiment peur d'être comme nous, en fait. Les personnes minces ont peur de devenir comme nous. Et vraiment, c'est comme si c'était leur monstre sous le lit, quoi. Ouais. Donc, bon, et vraiment, c'est une prison mentale, hein. Ouais. Enfin, vraiment, comment dire, la grossophobie, c'est un phénomène social. Donc, c'est fait vraiment pour contrôler les gens, pour mater, pour dominer les corps. Les femmes, quand elles se préoccupent autant de ce qu'elles doivent manger, comment elles doivent manger, à quoi elles doivent ressembler, c'est une dépense d'énergie qu'on vit toutes. Hein. Je veux dire, je ne m'exclus pas dedans. Je veux dire, c'est une dépense d'énergie qui n'est pas employée à autre chose. Exactement. Donc, si on redirige cette énergie sur d'autres choses, que ce soit sur des questions sociales directes, style climat, ou déjà, je pense que ça... Si les femmes se disent on voit assez, ça veut dire que tu te rends compte qu'en fait, on te donne pas assez. Et là, c'est un autre délire, je pense. Donc, du coup, il y a tout... Moi, personnellement, je pourrais militer pour formation déjà des soignants sur certaines choses. Évident. J'ai la chance d'avoir une diététicienne qui fait partie du GROS. Je pense que c'est pas... qui est formée... Qui fait partie du GROS. Bon, en fait, c'est un groupe de réflexion sur la question de l'obésité, du poids, etc. Et ça change ma vie. Hein. Vraiment, ça change ma vie. Parce qu'en fait, je me rends compte de plein de choses. Et surtout, je me rends compte de plein de choses. C'est tout le monde. En fait, comment on a tous... beaucoup d'entre nous ont vraiment une vision de la nourriture qui est très, très, très compliquée. Ouais. Et qui a été créée par la grossophobie. Enfin, la grossophobie médicale, c'est le terreau de la grossophobie de la société. C'est-à-dire que penser qu'un corps mince est un corps en bonne santé, en fait, ça, et le fait de te seriner maigri, tu seras en bonne santé, ça, je veux dire, c'est le ticket d'accès de tous les grossophobes, en fait. Donc, tant qu'on ne progresse pas, comme tu dis, sur, en fait, la vision du corps gros, le fait qu'un corps gros, il peut être en bonne santé, et d'ailleurs, l'autorité de santé, maintenant, elle le dit, il faut prendre tous les critères, plus seulement l'IMC, mais tous les critères de santé. Lesquels, par exemple ? Par exemple, la dépense physique, le diabète, le type de graisse que tu as, par exemple, le cholestérol. En fait, plein d'autres indicateurs qui sont considérés comme des comorbidités, mais qui ne sont pas forcément liés à l'obésité. Mais tu as des personnes qui sont grosses et qui sont en très bonne santé et qui sont très sportifs, en fait. Et d'associer les deux, les médecins, ils sont formés comme ça, mais d'associer le corps gros à un corps malade, ça provoque et souvent des mauvais diagnostics, bon ça on va pas rentrer là-dedans, mais surtout en fait ça donne encore une fois un pass éternel à tous les grossophobes de la société parce que c'est la meilleure caution possible, quoi. Moi j'aimerais bien répondre à cette question des corps gros en bonne santé, en mauvaise santé. Enfin moi je suis d'accord, il faut totalement distinguer les deux. Maintenant je pense qu'il y a des corps gros qui sont en mauvaise santé et je pense qu'il faut même, on va aller plus loin, les grossophobes ils s'en foutent de la santé des gens. Genre faut être clair. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et ce qui les intéresse, c'est comment dominer. Et ils utilisent cette justification de la mauvaise santé, soi-disant, mais la réalité, c'est que des personnes je ne souhaite pas être à leur place, mais des personnes qui ont des problèmes de santé ne sont pas clashées. On ne va pas aller clasher une personne qui a un cancer, ce qui est logique d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc la question, là, d'ailleurs, on va dire des problèmes de santé. On va pas dire elle est en mauvaise santé comme si ça voulait dire que c'était une mauvaise personne.
Il y a vraiment il y a une justification en disant mais tu es en mauvaise santé, donc tu mérites d'être violenté, socialement humilié, c'est ça le mot, qui pour moi vraiment je pense qu'il faut aussi se dire mais déjà il y a des personnes grosses qui sont en mauvaise santé, qui ont des problèmes de santé, ça arrive, c'est normal, plein de gens ont des problèmes de santé, qu'est-ce que ça fait si les personnes sont gros ou pas? Oui, voilà. Donc, je veux dire, pour moi, c'est important de le dire. Oui, ça veut dire qu'ils doivent quand même recevoir des soins et de la dignité. Voilà, ça veut pas dire et des soins de qualité, parce que... Des soins de qualité, avec des appareils de qualité, et de la douceur. Juste de la douceur, en fait. Quand quelqu'un est en mauvaise santé, moi, excuse-moi, hein, quand quelqu'un, ma pote, elle est en mauvaise santé, je rentre pas chez elle et je lui crache pas dessus. Donc, du coup, je pense que c'est important de le dire. Il y a des personnes grosses qui sont en mauvaise santé. Ces personnes méritent le respect et la dignité parce que ce sont des personnes. Parce que le respect, la dignité et la douceur, ça devrait être des droits juste universels, fondamentaux, en fait. Qu'importe ton état de santé, en fait. Je pense que ça, c'est important pour moi de le dire. Donc, si je résume, là, il faudrait mettre de l'argent dans la santé mentale, traiter correctement les personnes grosses, notamment dans le médical. Ouais. Nous aussi nous rendre compte, prendre conscience qu'on a peur de nous-mêmes et qu'on a peur de nous-mêmes. Oui, puisque c'est ça, il y a de la grossophobie intériorisée et qu'il faut réussir à casser ces schémas. Et puis quelque chose de très important pour moi et qui est lié aussi aux études médicales, pour bien soigner les personnes grosses, mais qui est plus général, c'est qu'en France, il faut savoir qu'il n'y a pas de data sur l'obésité. Alors la data, c'est des études, c'est du contenu, c'est des chiffres, c'est de la matière, de la recherche, pour qu'en fait on puisse savoir. Moi je dis souvent, en fait les gros on veut les guérir mais on veut pas les soigner. Et en fait les guérir, ça veut dire qu'en fait on veut qu'ils ne soient plus gros, mais en fait on veut pas prendre soin d'eux si on n'arrive pas à les faire maigrir. Et en fait aujourd'hui il faudrait qu'on ait plus de chiffres. Au Canada, il y a vachement de chiffres en fait sur les personnes grosses, la façon dont elles vivent en société, la façon dont elles sont considérées à l'école. Enfin, tu vois, au Canada, on sait qu'une consultation médicale, ça dure 28% de temps en moins pour une personne mince, pour une personne grosse que pour une personne mince. Parce que le diagnostic est plus immédiat. Bon, ces chiffres-là, ils n'existent pas en France. Moi, j'aimerais juste avoir une base, c'est-à-dire qu'en fait, on finance des études sur la vie des personnes grosses et sur la santé des personnes grosses, des études qui ne soient pas orientées pour les faire maigrir, mais qui soient juste factuelles, pour qu'en fait, on puisse avoir un départ, en fait, qui soit viable, pour qu'on puisse trouver des solutions je pense globales. Que c'est fou, parce que c'est comme pour les personnes racisées, c'est comme sur les questions des discriminations liées à la question de la race. Et je connais pas, je me suis pas renseignée sur la question du handicap, mais je pense que ça doit être pareil. Comme sur l'orientation de genre, il y a une espèce de volonté de ne pas faire de la recherche, de ne pas allouer de l'argent, parce que c'est ça en fait, de l'argent dans la recherche pour nous dire exactement, pour étudier ce que sont ces discriminations, pour les résoudre. Il n'y a pas une volonté de résolution de ces discriminations. Il y a une espèce de truc, de flou, de bon, c'est à peu près ce qui se passe. De toute façon, vous devez pas être comme ça. Donc... Parce qu'en plus, actuellement, c'est pas être grossophobe, c'est pas pénalisé. C'est pas pénal. On est d'accord. Alors, c'est pas pénalisé, c'est-à-dire que c'est pas nommé, mais dans le code pénal, il y a un article en fait qui est général, qui punit la discrimination sur l'apparence physique. Donc, quelle que soit ta couleur, ton handicap, du coup, ou la grossophobie rentre à l'intérieur. Mais, je veux dire, c'est noyé dans le reste des discriminations physiques. Déjà, un truc simple, c'est vrai, on va loin, parce qu'on parle de santé mentale, etc. C'est vrai, c'est ambitieux, bon, soyons ambitieuses, mais bon. Mais déjà, commençons par appliquer cette loi. Mettre en place vraiment des contrôles réguliers et sanctionner. Et sanctionner pénalement et financièrement avec des amendes lourdes, notamment aussi grosses que les personnes discriminées. Exactement. Et comme ça résout le trouble de la sécu ou je sais pas quoi. Alors, en plus, on vient de résoudre le problème de la dette. Alors là, c'est incroyable. La dette publique grâce aux gros. Voilà. On fait rentrer de l'argent, voilà, des recettes fiscales grâce aux gros, excusez-moi, mais bon. Et moi, vu qu'on coûte beaucoup d'argent, moi, le dernier truc que je voudrais dire et qui est très important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de lutte contre la grossophobie sans le féminisme. Et ça, c'est très important de le dire parce qu'il faut savoir que, je reviens un peu, mais dans la genèse de la grossophobie, en fait, c'est le corps performant, le corps mince performant qui a permis l'émancipation des femmes. Et donc, en fait, cette espèce de corps performant, c'est ce qui a conduit aussi au féminisme, en fait, d'être autonome, indépendante, et donc
associé très souvent à un corps mince. Et que très souvent, en fait, les femmes grosses, elles sont à certains endroits exclues des combats féministes, ou en tout cas, c'est pas un sujet central dans les luttes féministes. Et je trouve que ce serait juste important qu'on soit aussi intégré au combat féministe. J'ai envie de terminer là-dessus. Merci. T'es peut-être pas d'accord avec moi, mais... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, pour moi, c'est la domination. Les racines de la grossophobie, elles sont coloniales, en fait. C'est quand... Enfin, du coup, on peut c'est pas ce que finir... tu disais dans ton livre. Voilà. Donc, que moi, enfin, vraiment, ça a fait... Ouais, mais moi aussi, quand j'ai lu cette... C'était hallucinant. Est-ce que tu peux réexpliquer, redonner un petit peu de contexte? En fait, c'est pas moi qui dis ça, c'est la chercheuse donc Sabrina Strings qui parle du fait que en fait la grossophobie, comme d'ailleurs le patriarcat moderne, on va dire, naît en fait du moment de comment dirais-je, né au même moment où les empires coloniaux essayent de déployer leur domination sur le reste du monde et justifient en fait cette domination, enfin utilisent un certain nombre d'arguments pour justifier la domination de différents corps. Donc les corps féminins, les corps évidemment noirs et les corps gros, ça va ensemble. Et donc elle, ce qu'elle dit, c'est notons que lorsqu'il y a une description des corps noirs, on note leur volume en disant vous n'êtes pas des êtres humains, notamment les femmes d'ailleurs, vous n'êtes pas des femmes comme les femmes européennes qui sont censées être frêles, être délicates, être enfin plein de choses qui sont misogynes aussi d'ailleurs, hein. Mais vous n'êtes pas comme elles parce que vous êtes volumineuse et la preuve c'est la preuve de votre animalité, c'est la preuve de vos penchants incontrôlables et ça montre que vous êtes bonne à être du coup soumise ou rendue soumise par les empires coloniaux. Et ça, c'est pas moi qui le dis vraiment, c'est Sabrina Strings. C'est important de rendre à Césarine ou à Cléopâtre ce qu'il y a à Cléopâtre, mais c'est la chercheuse Sabrina Strings qui parle de ça dans son livre Fearing the Black Body. Et il y a tout un pan, mais il y a tout un pan de chercheurs noirs américains gros qui parlent en fait des liens entre grossophobie, colonialisme, sexisme et évidemment racisme. Et ça, c'est super intéressant en fait. La base, c'est le corps sauvage et le corps maîtrisé. Exactement. En fait. Et le corps sauvage, c'est le corps qui n'est pas capable de réfréner ses instincts. Exactement. Donc le corps noir, donc qui mérite d'être dominé parce qu'il n'est pas capable de le faire lui-même. Et la femme blanche, mince, le cheveu lisse, qui elle est capable de prendre soin d'elle et qui représente les 7% des cadres. Voilà. Mais qui est aussi frêle et qui doit être dominée d'une autre manière, qui est censée être froide, frigide, sans désir, etc. Bon, ils n'étaient pas très sympas avec la femme blanche mince non plus, hein, mais c'est très intéressant en fait. On est vraiment, c'est vraiment l'empire qui continue. Enfin, vraiment, on est vraiment dans les débris des empires coloniaux. Ouais, et puis c'est surtout, tu vas faire un épisode là-dessus, mais en fait, tu peux pas parler de grossophobie sans parler d'intersectionnalité. On a parlé de féminisme, on a parlé de domination sociale, on parle de racisme. Enfin, en fait. Et ben justement, ce sera le prochain épisode, l'intersectionnalité avec Sarah Mazouz la semaine prochaine. Donc, je suis hyper contente. Vous me faites le lien. Merci beaucoup, les filles. Et puis moi, je voulais te dire un dernier truc, Marine. Oui. On n'en a pas parlé, mais ce qui est déterminant aussi pour faire avancer les choses, c'est la représentation. Tout à fait. Et c'est le fait d'avoir des femmes qui arrivent à des postes auxquels on n'a pas l'habitude de voir des représentations. Et je voudrais te féliciter aussi pour ça. Je ne sais pas si ça se fait. Mais vraiment, en fait, j'ai fait ce podcast pour ça. On félicite à un moment. Voilà. Mais on parle de moi. Tu fais partie de ces nouvelles représentations. Et je t'en félicite et je t'en remercie. Eh bien, merci. Et également, voilà, vous aussi. Merci beaucoup d'avoir été là, toutes les deux. Je refais un petit coup d'actu. Qui est Miss? Tu as ton livre Je suis votre pire cauchemar, que j'ai là avec moi dans mon sac, que tu vas dédicacer. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'il y a une autre actu dont j'ai pas parlé? T'es sur Mediapart aussi? Tout à fait, j'ai une émission qui s'appelle Rends la joie. Très bon Mediapart. Merci. Je suis ravie du titre aussi, qui s'appelle Rends la joie, où j'invite des autrices, des artistes en général et des personnalités. Et on parle ensemble de joie politique, militante, et puis de joie tout court aussi, parce que on en a besoin. Et donc ça, c'est toutes les 2 semaines. Là, on a déjà fait 10 épisodes. Le dernier épisode qu'on a sorti, c'est avec Rebecca Chaillon, voilà, qu'on adore aussi. Donc, metteuse en scène, avec son super spectacle Carte noire nommée Désir qui a au Festival d'Avignon, donc c'est top. Et on va reprendre du coup en septembre avec plein d'autres invités. J'ai hâte, j'adore.
Eh ben, merci beaucoup, merci d'avoir été là. Aline Thomas, le documentaire Grosse, le poids de la réussite, est disponible sur Teva, donc vraiment bon. Oui, sur MyCanal. Ah oui, si quand même sur MyCanal, parce que sinon j'étais là, bon, si c'est que sur Teva, faut quand même être abonné, c'est une occasion. Enfin voilà, c'est pas tout le monde. Aussi, toujours. Je prépare un livre dont je ne peux pas encore parler tout de suite. Donc mais elle nous en parle spécifiquement. C'est sur Harry Potter, vraiment ça n'a rien à voir. Je suis allée à l'expo Harry Potter hier et il s'avère qu'il y a beaucoup de choses grossophobes d'ailleurs dans Harry Potter, faut le savoir. Ouais. Peut-être que ça nécessitera un épisode. Et puis un documentaire aussi, un nouveau documentaire c'est vrai sur le très long cours. Oui. Trop bien. Voilà, sur les corps gros et l'art. Oh, trop bien. Bah ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Et puis il y a ton association, la Grosse Asso. Et puis la Grosse Asso, voilà, qui est une association donc qui lutte contre la grossophobie et qui va dans les écoles pour faire de la sensibilisation majoritairement. Donc voilà, contactez-nous et on viendra dans votre école gratuitement pour faire des interventions de l'école primaire au lycée. Voilà. Et Dieu. Voilà. Allez, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été woke avec nous. Merci, on espère, si vous nous écoutez, que vous avez un peu mieux compris ce que c'était que la grossophobie et que peut-être du coup vous dites peut-être qu'en fait moi aussi je suis woke. Parce que j'ai envie que tout ça s'arrête. Peut-être, on espère. Merci à vous d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec Sarah Mazouz pour parler d'intersectionnalité. Merci beaucoup.